On fait cette conf parce qu'on assiste tous et toutes à une actualité sexiste, violente, brutale dans ce pays comme à l'international. Et on veut transmettre ce soir des clés de lecture de cette actualité, des clés de lecture marxistes, et proposer une réponse à cette question que tout le monde se pose en scrollant nos feeds d'Instagram. Que faire face à cette actualité sexiste, en partageant un petit peu l'héritage de grandes féministes socialistes. C'est pour ça que ce soir, nous avons à ma droite Alberta Comaré, donc, qui est aussi militante à Du Pain et des Roses. Tu es inscrite en doctorat de philo à Toulouse aussi. Et tu travailles sur la réaction patriarcale post-quatrième vague féministe à l'international. J'ai l'impression de te crier dessus. Réaction patriarcale, donc, dont tu vas nous parler ce soir, en t'appuyant aussi donc sur ce livre Banger, édité cette année, donc aux éditions Communard. Donc vous pouvez trouver d'autres publications à notre coin librairie que je vous encourage fortement à aller visiter. Donc ce livre Banger qui s'intitule Les femmes, la révolution et le socialisme, qui est une anthologie de textes marxistes révolutionnaires sur les luttes des femmes. À ma gauche, donc Mathieu Renaud, tu es enseignant-chercheur en philo à l'UT2J. Tu t'es intéressé à la tradition orientale du marxisme avec, par exemple, Frantz Fanon. Tu t'es intéressé aussi au rapport que Lénine avait aux musulmans de Russie dans le livre qui s'intitule L'Empire de la Révolution, Lénine et les musulmans russes. Ton livre sur le militant décolonial C.L.R. James participe à ton effort de décoloniser la philosophie. Et ce soir, tu nous parles d'Alexandra Kollontai, qui est un peu notre troisième invitée de ce soir, féministe socialiste russe, connue pour être la première femme ministre au monde, mais surtout qui a milité et écrit sur les travailleuses du monde entier, sur la question de la famille et sur l'amour. Tu as fait donc paraître à la Fabrique ce texte avec Olga Bronikova, qui est maître de conf en études slaves à Grenoble, à Bordeaux, pardon. Ce livre qui porte sur la trajectoire politique d'Alexandra Kollontai et qui se penche un peu particulièrement sur les questions de la famille, de l'amour et des relations au temps du communisme. Voilà, je vais procéder d'abord à une petite intro pour contextualiser un petit peu la réflexion qu'on va avoir aujourd'hui. Peut-être dire que à l'international, les gouvernements d'extrême droite et les bourgeoisies, dont Musk, Zuckerberg sont des figures par exemple, opèrent un véritable backlash, donc backlash un peu retour de bâton réactionnaire, conservateur, en réaction aux mouvements sociaux qui ont lieu depuis une dizaine d'années, comme MeToo ou encore Black Lives Matter aux États-Unis. Trump, Milei, Meloni, Poutine sont les visages du retour d'une idéologie masculiniste et raciste totalement décomplexée. Trump et Milei, par exemple, s'en prennent aux droits des femmes et des personnes LGBTI, restreignent l'accès à l'avortement. Et peut-être l'escalade de la violence du capitalisme impérialiste, colonisateur, culmine aujourd'hui avec le génocide en Palestine et le plan pour la bande de Gaza. Donc dans ce climat réactionnaire, en France, on voit que l'extrême droite, elle peut instrumentaliser les luttes des minorités de genre, les luttes féministes, les luttes pour les personnes LGBT. Le collectif Némésis, en France, se présente par exemple comme féministe, alors que ce que les femmes qui animent le collectif Némésis cherchent, c'est de regagner des femmes à une idéologie réactionnaire et raciste. Elles étaient par exemple présentes à Paris, à la manifestation du 22 novembre la semaine dernière, en agitant la question des violences sexistes et sexuelles, avec des slogans ultra-xénophobes, par exemple
Au lieu de dire une seule solution, révolution par rapport à la question des violences sexuelles, le slogan était une seule solution, réimmigration. Terme à peine euphémisant pour la déportation. Elle se donne un visage militant alors qu'elle prône une féminité blanche, archétypée, docile. Et il faut dire que la police des États comme la France, qui ont encore un visage pseudo-démocratique, je parle de la France par rapport à Trump par exemple, réprime les féministes en soutien à la Palestine. Et au cours de cette manifestation du 22 novembre à Paris, la Bravem, donc une section de la police, applaudit le passage de Némésis dans la manifestation. Cette contradiction du macronisme, qui est de se prétendre féministe, la grande cause du quinquennat Macron, les violences faites aux femmes. Cette contradiction, elle est flagrante, puisque ce gouvernement qui se prétend féministe mène actuellement une politique austéritaire forte qui précarise, qui va être amenée à précariser massivement les femmes. On observe des fermetures de maternités. On observe la fermeture de 130 centres IVG depuis plusieurs années. La fin du découvert bancaire, que vous avez peut-être vu, rend possible plus de précarisation pour les femmes et les minorités de genre, puisque ça peut les amener à être beaucoup plus dépendantes économiquement de leurs conjoints, les exposant à davantage de violences. Détruire les hôpitaux, c'est aussi renvoyer les malades chez eux, et renvoyer les malades chez eux à un endroit où les personnes qui vont les prendre en charge, ce sont évidemment les femmes. Peut-être dire que le pendant de la masculinité qui est valorisé aujourd'hui par Trump, par Zuckerberg, c'est cette féminité qui est revalorisée à travers les images des trad wives qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, passer sur Instagram, sur TikTok. C'est la féminité que prône aussi Némésis et l'extrême droite à travers le monde, l'image d'une femme accomplie dans les tâches familiales, domestiques et reproductives. Tout ce contexte, il nous semble, marque la volonté de réaffirmer les rôles de genre dans la société et dans la famille. Je termine ce moment de contexte en disant que cette réaffirmation des rôles de genre, cette réassignation des personnes à des rôles de genre très forts, c'est d'autant plus lisible avec le contexte de militarisation des sociétés qu'on est en train de connaître. Les budgets des armées aux États-Unis, en Russie, dans les pays européens comme la France, sont en train d'augmenter énormément. En France, on passe de 32 milliards en 2017 à 50 en 2025 et à 67 en 2030. C'est pour ça qu'on nous dit qu'il y a moins de budget pour la CAF, pour payer des AESH, pour payer des logements d'urgence aux victimes de violences sexuelles et aux mineurs isolés. Le budget 2026, il prévoit très concrètement de retirer 7 milliards d'euros à la santé pour injecter l'équivalent dans le budget militaire. Ce budget militaire, il va financer un service militaire volontaire pour les jeunes de 10 mois, un service volontaire de 10 mois pour les jeunes. Au berceau, ça reste un peu tôt. Vous avez sûrement entendu le chef, ça c'est ce qui a été annoncé il y a 3 jours, et le chef d'état-major des armées, Fabien Mandon, que vous avez peut-être entendu, a prévenu qu'il fallait se serrer la ceinture pour l'effort de guerre, accepter de perdre nos enfants, alors qu'il y a 1 an, on nous disait, nous, aux femmes, de nous réarmer démographiquement, de réarmer démographiquement le pays. La surenchère guerrière américaine, russe, française, européenne, elle s'appuie sur ces rôles de genre, de réarmement démographique. Et Trump, d'ailleurs, s'est empressé d'interdire, à peine arrivé au pouvoir, l'armée aux personnes trans. En Allemagne, enfin, tous les jeunes hommes de 18 ans, depuis là quelques jours, vont être recensés via un questionnaire sur leurs compétences et leur désir de servir dans l'armée. Devant tout ça, donc, et devant ce tableau un peu noir, devant ce tableau de la réaction de l'extrême droite et de la remilitarisation de la société, il nous a semblé pertinent, avec du pain et des roses, d'opérer un petit focus sur la question de la famille hétérosexuelle, qui catalyse les oppressions, qui répartit les rôles de genre, et qui est un peu au cœur du redressement pensé par l'extrême droite.
prônée par les réactionnaires. On propose ce soir avec du pain et des roses de réfléchir à la famille depuis une perspective marxiste et féministe. Il faut savoir que les féministes marxistes ont beaucoup réfléchi au rôle de genre, à la famille, à l'oppression. Marx et Engels, au 19e, dans l'idéologie allemande, écrivent, je cite, que la femme et les enfants sont les esclaves de l'homme dans la cellule familiale, du fait de l'exploitation capitaliste et du mariage monogame régulé par l'État. Ils analysent les rôles de genre comme outils des structures économiques. Les hommes sont assignés aux tâches productives de travail, de production, et les femmes sont assignées aux tâches reproductives, domestiques, familiales. Marx recommandait à cet égard de s'appuyer vraiment sur les luttes de femmes ouvrières et mettait en valeur les oppressions spécifiques subies par les femmes. J'ai été moi-même frappée en lisant ce texte de savoir que Marx prônait l'organisation des femmes en non-mixité au travail. Je vais peut-être du coup commencer avec une question pour toi, Mathieu. Dans ces liens entre marxisme et féminisme, vous expliquez donc avec Olga que Kollontai, elle vient du marxisme et qu'elle arrive au féminisme parce qu'elle est préoccupée de voir que la bourgeoisie, que les femmes bourgeoises essaient de s'accaparer le soutien des femmes de la classe ouvrière. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu le cheminement de Kollontai en tant que féministe marxiste ou de marxiste féministe et les obstacles aussi qu'elle rencontre dans ce cheminement? Merci et merci beaucoup pour cette invitation. Vous me dites si à un moment je commence à rebaisser la voix et vous m'entendez pas assez bien. Pour comprendre, Kollontai est née en 1872 à Saint-Pétersbourg. Elle a une formation marxiste dans des milieux aisés, hein, l'aristocratie, ce qui est aisé, aristocratique. Elle a une formation au marxisme dans les années 1890, depuis un fond qui est celui du populisme, c'est-à-dire du socialisme russe. Voilà. Jusqu'au début du XXe siècle, et plus précisément jusqu'à la révolution avortée de 1905 en Russie, elle ne s'est absolument pas préoccupée de ce qu'on appelle la question des femmes. Elle a lu, comme à peu près tout le monde, 2 livres qui sont le livre d'Engels, L'origine de la famille, de la propriété privée et de l'État, et le livre d'Auguste Bebel, La femme et le socialisme. Mais comme d'autres, elle disait, ces livres, ils ont tout dit sur la question de la femme, sur la question des femmes. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin, ça n'intéresse pas plus que ça. Pourquoi ça marque un tournant, l'année 1905, l'année de la Révolution russe? Parce que ce qui se passe en Russie après la Révolution, c'est qu'il y a des groupes féministes qui émergent qui existaient, mais qui connaissent, après cette révolution, un puissant essor. Il y en a plusieurs. Société mutuelle philanthropique des femmes russes, qui portent une demande d'égalité politique et d'égalité de droit entre hommes et femmes, et bientôt rejoint par le Parti progressiste des femmes, ainsi que par l'Union pour l'égalité des femmes. Et ce qui réunit ces différentes organisations, c'est qu'elles sont toutes issues de la bourgeoisie et qu'elles tentent d'attirer, entre autres, des femmes qui sont, elles, issues du prolétariat. Ça représente évidemment une menace pour la social-démocratie russe. La social-démocratie veut dire le parti marxiste de Russie. Voilà, c'est ça le problème pour Kollontai et pour d'autres. Et Kollontai se propose de livrer contre elle une bataille politique, stratégique, théorique. Mais elle dit déjà, cette bataille, on peut la remporter contre les organisations féministes bourgeoises, qu'à condition de prendre un peu au sérieux ce qu'elles disent et ce qu'elles font, et qu'à condition de définir un programme marxiste à destination des femmes de la classe ouvrière spécifiquement. Donc un programme spécifique à destination des femmes, et pas seulement de la classe ouvrière de manière générale. Reste que si Kollontai se saisit de la question des femmes à ce moment-là, c'est avant tout pour en déposséder les organisations féministes bourgeoises, qui prolifèrent donc après la Révolution de 1905, et pour s'opposer à ce que Kollontai présente comme étant leur devise, à ces organisations féministes, devise qui serait « Femmes de toutes les classes de la population, unissez-vous ». Cette devise, le problème, c'est qu'elle remet en cause la scission fondamentale qui, pour une marxiste, finalement,
qui restera une marxiste orthodoxe de ce point de vue-là, comme Kollontai, ça remet en cause la scission qui sous-tend et structure la société capitaliste, même si c'est une société capitaliste naissante comme en Russie, c'est-à-dire la division en classes absolument premières. Et partant, ça menace de diviser la classe ouvrière au nom d'une lutte des sexes qui, pour Kollontai, du moins encore à cette période, à la fin, ça devient plus complexe, est privée de tout sens. Cela, donc ça c'est pour poser la base, pour voir d'où elle vient. Malgré tout, elle commence à s'intéresser à ce qu'ont fait les marxistes allemands, le Parti social-démocrate allemand, et sur l'effort mené en son sein par Clara Zetkin, dont Alberta parlera sans doute beaucoup plus que moi, qui, elle, avait déjà défendu en Allemagne la nécessité de bâtir une stratégie propre à ce qu'on appelle le travail parmi les femmes, en se dotant d'organes dédiés à cette finalité, à commencer par un journal. Kollontai, ce qu'elle veut faire pareil, et elle veut faire un bureau de la femme au sein du Parti social-démocrate marxiste, donc du Parti social-démocrate marxiste russe. Après des débats houleux avec la direction du parti, et même s'il y a un désintérêt à peu près manifeste du parti à l'égard de cette question, elle obtient l'autorisation d'organiser une réunion préparatoire. Mais lorsque les participantes arrivent sur les lieux, elle trouve la porte fermée, avec une affiche qui porte un message, enfin je le cite parce que ça mériterait de figurer, on pourrait dire, dans les annales des résistances, pas seulement de gauche, mais des résistances, pas seulement de droite, mais des résistances de gauche à la non-mixité. L'affiche qu'elle voit placardée sur la porte, il y a écrit ceci: « La réunion pour les femmes seulement est annulée. Demain, une réunion pour les hommes seulement. » Kollontai et ses quelques camarades patinent, et parce que le parti, sans formuler d'interdiction explicite, rechigne à fournir le moindre appui, et elle va revoir ses ambitions à la baisse et s'attacher de manière indépendante à établir des contacts avec des ouvrières et des ouvrières de l'industrie textile en particulier. Elle va organiser des conférences et des groupes de lecture pour les femmes. Elle fonde à l'automne 1907 la Société d'aide mutuelle pour les femmes travailleuses, qui emprunte implicitement, c'est pas avoué, mais c'est quoi le modèle? C'est le modèle des clubs féminins bourgeois. Sous ce nom inoffensif, dira Kollontai plus tard, il s'agissait d'attirer les femmes du prolétariat dans les syndicats et dans le parti. Mais pour ce faire, disait-il, il était indispensable d'encourager leur activité autonome. Donc déjà l'idée de l'autonomie du mouvement des femmes sur laquelle elle ne va cesser d'insister ensuite. Cette société n'est pas à proprement parler un club non mixte. Il est bien dit dans son règlement que l'adhésion est ouverte aux hommes. Mais le même règlement précise néanmoins que seules des femmes seront impliquées dans sa gestion. S'exprime donc déjà ici un impératif d'auto-organisation des femmes qui serait la condition de leur émancipation. Ces options stratégiques, elles impliquent de prendre au sérieux et d'intégrer au programme socialiste les revendications particulières des femmes en tant que femmes de la classe ouvrière. Et elles reposent déjà sur une conviction chez Kollontai, à savoir que jamais les femmes ne rejoindront la lutte des classes si la singularité des oppressions qu'elles subissent, des souffrances qu'elles endurent, des difficultés qu'elles rencontrent, notamment ce que Kollontai va appeler tout au long de sa vie le fardeau de la maternité, et fardeau doublement plus lourd lorsque ces femmes et les femmes des classes populaires travaillent en même temps, double fardeau. Donc si on élude cette question de la singularité de l'oppression féminine par rapport à l'oppression des ouvriers masculins, alors les femmes ne seront jamais attirées dans ces organisations. Car ce déni de la différence revient, selon Kollontai, sans se l'avouer, à refuser aux femmes le statut de sujet, c'est-à-dire d'actrice du processus révolutionnaire. Et alors ça revient à leur demander d'attendre sagement, en spectatrice, d'en récolter les fruits de la main des hommes. En 1908, Kollontai participe à un grand congrès qui rassemble les organisations féministes de tous bords politiques et donc bourgeoises en majorité en Russie, un congrès pan-russe. Pour préparer ce congrès, elle va travailler d'arrache-pied afin de produire une critique argumentée, point par point, du féminisme bourgeois. En résulte un ouvrage volumineux qui est intitulé « Les bases sociales de la question féminine ».
qui sort en 1909, qui n'a pas été traduit en partie en anglais, mais pas en français. Kollontai exprime le point de vue marxiste sur la question des femmes, ce que je disais tout à l'heure, sur le primat de la division en classes, etc. Elle rappelle que la question des femmes est partie intégrante du problème social de notre temps et ne peut être résolue qu'avec la résolution de la question sociale en général, qu'avec la révolution socialiste, rien de très original jusque-là. Mais ce qu'elle va défendre de manière beaucoup plus originale et plus osée, et très risquée vis-à-vis de ses camarades marxistes, c'est une stratégie qu'on qualifierait aujourd'hui de séparatiste. Elle affirme ceci, je la cite, « La séparation de la lutte du prolétariat féminin pour son émancipation dans une sphère spécifique de la lutte des classes, en général, indépendante à un certain degré, non seulement ne contredit pas les intérêts de la cause de la classe ouvrière, mais est au contraire d'un profit incommensurable pour la lutte générale du prolétariat. » Donc une lutte, elle est décisive parce qu'elle promet d'adjoindre à la lutte générale du prolétariat la moitié de la population qui lui est restée jusque-là largement extérieure. Kollontai le soutient encore au deuxième congrès de l'international socialiste des femmes en 1910. Le deuxième, je ne sais plus, c'est Copenhague. Je ne suis plus sûr. Peut-être Copenhague. Elle dit « Le mouvement socialiste des femmes est partie inséparable et pourtant indépendante du mouvement général des travailleurs, partie inséparable et pourtant indépendante. » Elle va jamais en démordre, elle dira toujours ça. Elle essaiera toujours de tenir ensemble et de dialectiser deux affirmations qui ne sont qu'en apparence contradictoires, à savoir que la lutte des femmes est partie intégrante de la lutte pour le socialisme, mais partie douée d'autonomie vis-à-vis de cette même lutte. Douée d'autonomie en termes à la fois de revendication comme de moyens stratégiques à mettre en œuvre. Et lutte des femmes qui doit être reconnue comme un puissant foyer, comme un puissant levier de développement d'idées et de pratiques révolutionnaires originales qui vont s'étendre au-delà de la cause de l'émancipation des femmes et ce qui peuvent nourrir la pensée et la pratique révolutionnaire de manière générale. Une décennie plus tard, il y a la révolution soviétique qui a eu lieu, 1917. Ça va donner à Kollontai l'occasion de relancer le projet de création d'une organisation spécifique dédiée à l'émancipation des femmes et surtout une organisation soucieuse d'œuvrer à l'auto-organisation du prolétariat féminin. Autrement dit, une organisation dirigée par des femmes et pour les femmes. Alors, il y a encore des péripéties, mais je vous les épargne. Ça va mener, grâce à Kollontai, aussi à une poignée d'autres pannes du parti bolchevique, comme Inessa Armand, à la création, en 1919, d'un département des femmes, rattaché au Parti communiste, mais indépendant en termes d'organisation et d'initiative, et qui va œuvrer, qui va faire aussi des erreurs, notamment dans ça j'y reviendrai pas aujourd'hui, a priori dans les parties orientales de l'ex-empire russe, avec une vision très orientaliste de l'émancipation des femmes dans les périphéries orientales, et qui va être supprimé, je ne sais plus quelle année, ce département qui s'appelle le Genotdel, abréviation en russe, qui va être supprimé en, je sais plus, fin des années 20 ou début des années 30 par Staline, qui considéra que l'émancipation des femmes étant acquise en Russie, on n'a plus besoin d'un département des femmes. Il revient donc à Inessa Armand, qui était une figure moins controversée que Kollontai. On y reviendra peut-être dans la suite de discussion sur le côté la révolution sexuelle chez Kollontai. C'est Inessa Armand qui va prendre la direction du Genotdel et qui va résumer parfaitement l'ambition portée par l'organisation, à savoir tout simplement placer sur un pied d'égalité la lutte pour le communisme et la lutte pour l'émancipation des femmes, en refusant de subordonner la lutte pour l'émancipation des femmes à la lutte pour le communisme. Effort donc pour symétriser ces deux luttes, pour les attacher l'une à l'autre sans les rendre dépendantes, dépendance réciproque, mais qui suppose un certain degré d'indépendance entre l'une et l'autre. Et Inessa Armand disait ceci: si l'émancipation des femmes est impensable sans le communisme est impensable sans l'émancipation intégrale des femmes. C'est ce que ne cesse aussi d'affirmer Kollontai, qui était convaincu
qu'il ne pourra y avoir d'émancipation effective des femmes qu'à condition que celles-ci prennent une part active et, à vrai dire, prennent les rênes, prennent une part dirigeante dans les organisations qui travaillent à cette émancipation. Voilà, il ne peut pas y avoir d'hétéro-émancipation, d'émancipation par l'autre, même si en fait c'est ce que le Genotdel va faire dans les parties orientales de l'Empire avec les femmes musulmanes, les parties de l'ex ou de l'Empire russe. Alors je finis juste sur cette première question. Kollontai, j'ai toujours dit féminisme bourgeois, mais Kollontai dit jamais féminisme bourgeois, elle dit toujours féministe tout court. Donc elle a refusé, si on fait une lecture un peu bête du texte, elle a refusé le féminisme du début à la fin, parce que pour elle, et pour tous les marxistes de l'époque, féminisme, ça voulait dire, enfin le féminisme était une émanation, une invention de la bourgeoisie, et que féminisme bourgeois, voilà, on disait 2 fois la même chose qu'on disait féminisme bourgeois. Et donc, elle refuse le terme féminisme. Tout ce qu'elle va faire, elle l'appellera d'un autre nom. Mais de nos jours, bien sûr, après un siècle de pensée et de lutte féministe, tout comme d'ailleurs le terme féminisme bourgeois veut dire quelque chose de bien spécifique aujourd'hui et quelque chose qui a du sens, de la même manière, on peut tout à fait voir en Kollontai une pionnière, au même titre que Clara Zetkin, de ce qu'on appellerait le féminisme socialisme, et à vrai dire, féminisme socialiste, et à vrai dire plus spécifiquement du féminisme marxiste, et encore plus spécifiquement chez Kollontai du féminisme bolchevique, tout dans son féminisme doit aussi un modèle de pensée, de stratégie, d'action qui était le bolchevisme. Merci Mathieu. Je pense que c'est ultra précieux d'avoir des références comme ça de figures féminines qui viennent pas seulement de la bourgeoisie ou de l'espace politique. L'histoire a tendance à nous transmettre beaucoup des figures historiques comme, je sais pas, Simone Veil qui viennent d'une histoire politique institutionnelle. Et ici, je trouve vraiment inspirant d'avoir accès à un autre héritage féministe. Peut-être Alberta, tu peux nous parler un petit peu de féministes socialistes comme Clara Zetkin, dont on a des textes donc dans l'anthologie, féministes qui ont forgé justement leur féminisme sur des questions plus vastes que le droit des femmes, le droit de vote, etc. Tu peux nous raconter qu'elles ont été persécutées par les États, par d'autres féministes, par la bourgeoisie et parfois par la direction de leur propre parti. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de leur bataille sociale et politique ? Oui. Bonjour à toutes et tous. Là, ça va comme ça ? Ouais. Merci d'être venus aussi nombreuses et nombreux. C'est difficile de raconter de Clara Zetkin en 10 minutes. Mais juste pour dire, moi, je trouve en effet inspirant la figure de Alexandra Kollontai et plus généralement de toutes ces militantes révolutionnaires qui se sont battues pour des idées qui étaient novatrices au début du siècle, au moment où elles les ont défendues, qui ont dû s'affronter, comme tu racontais, à des batailles dans leurs propres organisations, vis-à-vis des institutions, mais aussi en premier lieu vis-à-vis de leurs ennemis politiques, de la bourgeoisie. Parce que pour resituer, y compris dans le contexte de ce qu'on appellerait aujourd'hui l'Allemagne de Clara Zetkin, on est dans un contexte où les femmes, elles n'ont même pas le droit de vote, mais surtout, elles n'ont même pas le droit de s'organiser dans un parti politique. C'est quelque chose qui est criminalisé. Et la social-démocratie allemande va créer une magouille pour permettre à ces militantes non seulement de s'organiser dans des organisations politiques, mais y compris de se présenter aux élections, alors que c'est quelque chose qui est interdit par la bourgeoisie. Donc vous voyez qu'en fait, elles militaient avec 2 fois plus de contraintes que leurs camarades hommes. Et dans notre ouvrage, justement, Femmes, Révolution, Socialisme, on essaye de rendre compte de ces différents combats qu'elles ont menés avec des figures du féministe marxiste, donc Clara Zetkin, Rosa Luxembourg, Inessa Armand dont tu parlais, mais aussi avec des textes qu'on trouve utiles pour réfléchir à la question de Marx, Lénine ou Trotsky. Ce que montrent ces textes et ces combats qu'elles ont menés, c'est que, donc, comme je disais, elles ont mené des batailles pionnières, mais y compris sur des sujets, et c'est ça sur lequel je voulais revenir, qui dépassent la question de l'émancipation en fait, des femmes ou de ce qu'on appelle la question des femmes. Et on pourrait faire l'hypothèse qu'elles avaient, en tant que femmes, comme je disais, 2 fois plus de raisons de s'affronter au système capitaliste et patriarcal, et donc, d'une certaine manière, 2 fois plus de détermination pour s'affronter à la bourgeoisie et à l'État. Rosa Luxembourg, elle disait que celui qui ne bouge pas, il ne sent pas ses chaînes. D'une certaine manière, les féministes socialistes, elles avaient 2 fois plus de chaînes et donc 2 fois plus de raisons de militer et de se bouger. Je voulais illustrer un peu cette idée en racontant une bataille qui est très importante et fondatrice pour le féminisme socialiste, qui est celle de la lutte pour l'internationalisme.
Et c'est une question qui va être clé, puisqu'on est dans un moment, au début du siècle dernier, où les tensions entre les États impérialistes, elles vont s'aiguiser. Le militarisme va s'accentuer, et ça s'accompagne avec des attaques, évidemment, sur le droit, sur les droits des organisations ouvrières, sur le droit de la classe ouvrière, et y compris sur les droits des femmes. Et il me semble aussi pertinent, comme disait Magali en introduction, de raconter cette bataille pour éclairer la situation actuelle, puisqu'on a un retour du militarisme, de la guerre, y compris en Europe, etc. En 1910, c'est déjà une préoccupation importante pour Clara Zetkin, qui va soumettre dans une conférence internationale de femmes l'idée d'une journée internationale de lutte pour le droit des femmes. On le sait rarement, mais c'est les féministes socialistes qui sont à l'origine de la journée internationale de lutte pour le droit des femmes le 8 mars, qui va être adoptée par 100 délégués de plus de 17 pays. Mais au-delà de ça, elles ont aussi été, que ce soit Clara Zetkin ou même Rosa Luxembourg, de féroces opposantes au militarisme. Avant la guerre, Rosa Luxembourg, elle va écrire plusieurs articles pour polémiquer avec le militarisme de son propre gouvernement, mais aussi des secteurs au sein de son propre parti qui défendent une forme de désarmement partiel de l'Allemagne en l'occurrence. Et dans un texte de 1911 que je vous conseille, qui est utile y compris pour réfléchir aujourd'hui, qui s'appelle « Utopie pacifiste », Luxembourg, elle affirme que la question du militarisme et de la lutte contre le militarisme, elle ne peut pas être dissociée de la lutte contre l'impérialisme, car elle est liée à la question coloniale, et qu'elle ne peut pas être non plus séparée de la lutte contre le capitalisme. Elle affirme, et je la cite, l'idée que d'obtenir un peu plus de paix et d'ordre sur le marché mondial capitaliste est une utopie, et qu'il est impossible en ce sens d'éviter l'affrontement avec la bourgeoisie pour pouvoir libérer l'humanité de ses chaînes. C'est à partir de là qu'elle formule le fait que l'humanité elle est confrontée à un choix entre le socialisme et la barbarie. Et donc, soit il y a une révolution socialiste, communiste qui pourra permettre de libérer l'humanité de l'exploitation et de l'oppression, soit le système capitaliste va forcément mener à la guerre, à la barbarie. En 1914, d'une certaine manière, l'histoire lui donne raison, puisque c'est une boucherie mondiale en Europe. Et en fait, le déclenchement de la guerre font voler en éclats toutes les velléités ou en tout cas les formes d'utopie en fait pacifiste de dire en fait que le capitalisme pourrait changer sans violence, puisque le capitalisme avec la Première Guerre mondiale montre son pire visage. Et malheureusement, dans ce moment décisif où la guerre est déclenchée, toutes les organisations syndicales, politiques, etc. vont se ranger du côté de la guerre et vont voter les crédits de guerre. Et ils vont mettre de côté la lutte des classes, donc la lutte contre la bourgeoisie, jusqu'à après la guerre. Et ils déclarent une trêve sociale le temps de l'affrontement entre les pays impérialistes. Du côté des organisations féministes, on va observer la même logique que dans les organisations du mouvement ouvrier. Par exemple, en Angleterre, les principales organisations, du coup plutôt du féminisme bourgeois, des suffragettes, elles vont adopter des positions patriotiques et elles vont mettre de côté la lutte pour le droit de vote des femmes en disant on verra ça après la guerre. Et elles vont mener des campagnes en faveur de l'enrôlement dans l'armée et encourager les femmes à collaborer avec leur propre gouvernement impérialiste. Pour illustrer ce tournant de manière assez graphique, le journal des suffragettes de la Women's Social and Politics Union, qui s'appelait La Suffragette, va être renommé Britannia pour clamer l'amour de la nation. Face à cette trahison, il y a plusieurs types de trahison, parce que c'était une trahison des principes de l'internationalisme, le fait d'accompagner la guerre impérialiste. Il y a plusieurs types de résistances qui vont s'organiser. Partout en Europe, les femmes, elles ont été en lutte sur ce qu'on a appelé le front intérieur, et elles ont été aussi les premières opposantes à la guerre. À Toulouse, par exemple, on a eu une grève assez importante de ce qu'on a appelé les munitionnettes, c'est-à-dire les travailleuses dans les usines d'armement, et ce, malgré les tentatives de répression des patrons, mais aussi des dirigeants des organisations syndicales qui leur disaient, et je cite, « Avez-vous pensé à l'ennemi qui, lui, n'interrompt pas son labeur, à vos frères, maris, qui attendent avec impatience les moyens de défense que vous leur assurez. Soyez demain toutes présentes à l'usine. » Donc ça, c'est l'affiche que mettent les dirigeants syndicaux devant l'entreprise quand elles disent qu'elles vont faire grève. Et ben, le lendemain, elles étaient 5000 en grève et en manifestation dans les rues de Toulouse. Mais les militantes révolutionnaires et notamment les féministes de l'époque, elles vont faire partie aussi d'une poignée d'internationalistes qui vont s'organiser partout en Europe pour lutter contre la guerre, contre cette guerre impérialiste. Et en mars 1915,
malgré les difficultés imposées, vous imaginez, par la guerre et par la répression, puisque par exemple, dès le début de la guerre, Rosa Luxembourg, elle va être placée en prison pour traîtrise. Clara Zetkin, avec d'autres révolutionnaires russes, vont organiser la première conférence internationale des femmes contre la guerre, à laquelle vont participer 29 délégués des différents pays belligérants. C'est important parce que c'est la première rencontre internationale où des militantes socialistes ont pu se réunir pour discuter de la stratégie à adopter face à cette guerre mondiale, et y compris dans un contexte, il faut imaginer, je vous en ai donné un petit extrait avec le tract des dirigeants syndicaux, de propagande nationaliste qui appelait littéralement les prolétaires des différents pays à se buter entre eux. Et la conférence de Berne, malgré ça, elle va adopter un manifeste qui va dire guerre à la guerre et qui va être imprimé par milliers et distribué clandestinement dans différents pays. Et puis à son retour en Allemagne, Clara Zetkin, elle va être accusée à son tour de trahison et emprisonnée. Donc tout ça pour dire que Clara Zetkin, Rosa Luxembourg, mais même Alexandra Kollontai ou encore Inessa Armand, elles vont être pionnières de cet aspect internationaliste du féminisme socialiste. Et c'est dans ce contexte de misère de la guerre que la révolution russe va être déclenchée. Et là encore, ce sont les femmes qui ont été en première ligne de l'opposition à la guerre, puisque c'est les ouvrières du textile qui, le 8 mars 1917, vont sortir dans la rue en disant à bas la guerre, en revendiquant du pain et de la paix. Et quelques jours plus tard, il y a une grève générale qui aboutit à la chute du tsarisme et à la première révolution ouvrière de l'histoire de l'humanité. Les féministes socialistes, elles y ont évidemment pris part, et on racontera ça dans la deuxième partie du débat, en donnant vie aux idées en fait, qu'elles défendaient depuis le début de la guerre, c'est-à-dire la nécessité de transformer la guerre en révolution et de s'affronter au capitalisme. Je ne peux pas raconter beaucoup plus des différentes batailles qui se sont menées pour l'internationalisme, mais ça me paraissait important d'insister sur le fait que c'est un des apports aussi du féminisme marxiste qui est souvent peu connu, qui est par définition en fait internationaliste et qui est aussi par définition anti-impérialiste, c'est-à-dire de penser toujours l'émancipation au-delà des haies de nos jardins, disait Flora Tristan, c'est-à-dire au-delà des frontières. Question qui a évidemment ajouté des obstacles et davantage de répression à leur combat, mais qui est une des questions fondamentales qui les différencie du féminisme bourgeois et qui est aussi utile pour penser les combats féministes aujourd'hui. Et dans ce sens, les batailles qu'elle raconte dans l'ouvrage, elles doivent nous servir d'héritage. Je pense que c'est des batailles qui sont très peu connues et peu étudiées pour penser le féminisme aujourd'hui, puisque aujourd'hui, bon, ça peut nous paraître évident que la lutte féministe, elle doit se mener au niveau international. Pourtant, sur des phénomènes internationaux, le féminisme, il n'a pas toujours répondu de manière ultra claire et présente. Je pense que pour toutes celles et ceux qui militaient ou en tout cas évoluaient dans les milieux féministes au moment du début du génocide en Palestine, la lutte anticoloniale, anti-impérialiste, elle n'a pas fait évidence dans les milieux féministes. Plutôt, ça a créé beaucoup de fractures, alors que un féminisme solidaire, non seulement avec la Palestine, mais y compris avec la lutte du peuple palestinien pour son émancipation, c'est quelque chose d'essentiel. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'une des choses qui est assez frappante quand on lit les textes de Rosa Luxembourg, de Clara Zetkin, c'est qu'en fait, elles étaient des fines connaisseuses, ou même Kollontai, de la situation internationale, de la géopolitique, des rapports économiques et politiques mondiaux, et que c'est dans ce rapport de force mondial-là qu'elle plaçait la lutte pour l'émancipation des femmes comme un facteur de ce panorama général-là, et que c'est en ce sens une colonne vertébrale du féminisme marxiste qui est intrinsèquement internationaliste, et que c'est des héritages qui sont utiles pour penser le combat qu'on doit mener aujourd'hui. Peut-être ce que montre aussi ce que raconte Alberta, c'est la façon dont Clara Zetkin, Rosa Luxembourg se sont positionnées en dehors des stratégies institutionnelles, les parlements ayant tous voté les crédits de guerre. J'ai l'impression que ce que bataillent aussi les féministes socialistes dont on discute, c'est cette illusion du combat institutionnel pour les droits, de façon isolée de la remise en question du capitalisme et de la remise en question des cellules d'oppression comme la famille. Pour se diriger un petit peu sur cette question de la famille juste après, vous avez peut-être vu qu'avant-hier, je ne sais plus quand exactement, le gouvernement Macron
tente de nous faire avaler un petit peu ces coupes budgétaires en montrant de nouveau un visage progressiste, puisque la semaine dernière, la chargée égalité Aurore Berger a proposé une loi cadre qui permet de lutter contre les violences sexuelles, notamment celles qui sont faites aux enfants. Cette loi cadre, elle s'inscrit aussi dans la continuité d'un projet qui vient d'être déposé par le Parti socialiste, par le PS, qui doit lutter contre les VSS, améliorer la prise en charge des victimes. C'est un projet, celui du PS, qui manifeste un travail avec les associations, qui manifeste une prise en charge de ces questions, enfin une conscience de ces questions. Et en même temps, pour nous, c'est une stratégie qui est inconséquente de travailler à ce projet de loi, qui est par ailleurs très imparfait et idéaliste, alors que ce même PS est en train de participer à construire un budget qui saigne les hôpitaux, les écoles et les associations. Et il me semble que la chargée aussi égalité du gouvernement, donc Aurore Berger, elle participe à également nous faire croire que par l'élaboration de ces projets de loi, on va pouvoir changer quelque chose aux violences faites aux femmes et aux enfants. D'ailleurs, pour l'instant, les éléments qui ont été apportés par Aurore Berger sont des éléments essentiellement répressifs. Ce sur quoi elle insiste beaucoup, c'est le durcissement des sanctions sur les auteurs, le durcissement des peines d'emprisonnement et aussi sur le contrôle des travailleurs. Par exemple, au programme, elle propose de ne pas recruter des éducateurs auprès d'enfants qui n'auraient pas un casier judiciaire vierge. Donc, on voit que ces mesures-là, elles alimentent aussi un appareil de répression et de contrôle de l'État sur les travailleurs. Je raconte ça parce que chez Kollontai, chez Luxembourg, chez Zetkin, il y a clairement l'idée que l'émancipation des femmes du travail, de l'exploitation et des oppressions, des violences, de la famille, elles ne peuvent venir qu'avec le renversement du capitalisme et qu'elles ne viendront pas avec les institutions de l'État. Qu'on ne peut pas traiter la question des violences sexuelles et conjugales de façon isolée des structures économiques. Et donc, dans cette perspective, le réformisme, la croyance que la loi et les institutions sont un combat à mener, selon les féministes socialistes, c'est une perte de temps et c'est par ailleurs idéaliste de croire que que l'État est un allié ou un outil. Aujourd'hui, l'imaginaire un petit peu de la Révolution, il s'est effacé, même si on a eu des grands mouvements de grève en 1905, en 1917, en 1936, en 1968, et que la lutte des classes a été très dense. On ne transmet pas un petit peu ce que les révolutionnaires russes ont mis en place, par exemple, de progressistes au moment de la révolution russe en URSS en 17. Et peut-être aussi, Alberta, tu peux nous expliquer comment le féminisme n'a jamais été une cause reléguée dans l'après-révolution pour les féministes qui nous concernent, à l'après-destruction de la famille bourgeoise. L'idée que les revendications féministes étaient intégrées toujours aux luttes et aux stratégies de la révolution. Le contexte de la révolution russe, du coup, c'est au moment de la Première Guerre mondiale, donc 1917, ce qu'on racontait un petit peu tout à l'heure. Moi, je voulais commencer un peu par un disclaimer, mais pour dire que je pense que ce qui est intéressant dans le parcours de Kollontai et des autres féministes dont on parle, c'est que ça détricote un peu l'idée qu'il y aurait un marxisme originel qui était purement économiciste et qui, du coup, ne prendrait en compte seulement les revendications liées à la lutte pour les salaires, par exemple, ou aux conditions économiques, sans prendre en charge la lutte contre le sexisme, le racisme ou les oppressions spécifiques. Parce que quand on regarde les parcours des féministes socialistes pendant la Révolution russe, mais pas que, parce que déjà avant la guerre, on se rend compte de ça, qu'en fait, qu'elles ont non seulement pris en charge la lutte contre le patriarcat, et que ça, c'était lié, y compris à leur conception théorique et à qu'elles ont effectué pour ça, qu'elles ont défendu de ce point de vue-là le marxiste.
Déjà parce que leur conception matérialiste de l'histoire, ça les a conduits à remettre en cause l'idée d'une naissance humaine universelle et immuable, et donc de ce fait d'une naissance féminine qui serait universelle et immuable. Et ça leur a permis de critiquer les éléments idéologiques qui font de l'espace privé, de la famille ou de la domesticité le lieu naturel de l'oppression pour les femmes. Elles vont remettre en cause le fait que c'est naturel, le fait que les femmes soient opprimées et l'idée que ça a été tout le temps comme ça. Elles vont montrer que c'était en lien en fait avec l'évolution du système économique, en l'occurrence du système capitaliste. Et de la même manière que pour Marx et Engels, l'humain n'a pas d'essence universelle, mais qu'il est le produit d'une histoire concrète, formée au cours de générations successives de l'humanité, et que la théorie marxiste, elle veut que les humains fassent leur histoire, non pas grâce à leur seul libre arbitre, mais aussi sur la base de conditions données et y compris indépendantes de leur volonté. Mais du coup, si l'action humaine, elle est aussi héritée de l'histoire et déterminée de l'histoire dont les individus héritent, ces derniers, ils peuvent aussi, les humains en l'occurrence, transformer leurs conditions de vie et transformer les rapports sociaux dans lesquels ils évoluent. Et de ce point de vue-là, cette théorie marxiste-là, elle est aussi valable pour les femmes et c'est ce que vont s'efforcer de montrer les féministes marxistes. C'est-à-dire que l'oppression des femmes n'a pas été tout le temps en tout lieu et que c'est possible, dans un régime autre que le système capitaliste, de penser un régime ou en tout cas un système économique et politique dans lequel les femmes ne sont pas opprimées. L'expérience du féminisme socialiste, on raconte dans la 3e partie de l'ouvrage, qu'on a appelé « Révolutionner le monde, transformer la vie », la révolution russe, pour essayer de comprendre dans la pratique comment est-ce qu'elles ont réfléchi cette question de comment on met fin à l'oppression des femmes. Pour comprendre les conquêtes féministes de la révolution russe, c'est important de se visualiser qu'est-ce qu'était la Russie au moment où on parle. C'était une société qui était encore semi-féodale, fondée à 80% sur une économie rurale et dominée par le pouvoir ultra-autoritaire du tsar, et avec 60% de la population qui est analphabète et dont 60%, enfin, dans les 60%, 80% sont des femmes. Ça s'ajoute à une implantation brutale des usines les plus modernes et violentes et un exode rural massif vers les grandes villes. Et donc les femmes ouvrières, elles concentrent d'un côté tout l'héritage du mode de vie paysan et de la famille patriarcale, et de l'autre côté, toute la violence de l'exploitation capitaliste dans les grandes concentrations ouvrières, notamment du textile, avec des journées de travail qui peuvent aller jusqu'à 15 heures par jour et une absence totale d'accès aux services de santé, d'éducation les plus élémentaires. C'est pas pour rien, comme on disait tout à l'heure, que c'est 8 mars 1917 et c'est les femmes qui sont sorties en premier des entreprises de textile et qui ont déclenché en fait la révolution russe. Et sans revenir sur tout ce qu'a été la révolution russe, il est clair que les femmes, elles ont été un acteur décisif dans cette révolution socialiste. Et Lénine y dira plus tard que sans elles, nous n'aurions pas vaincu ou on aura à peine vaincu. Bon, mais du coup, quelle a été la politique des révolutionnaires russes et en l'occurrence des bolcheviks sur la question des oppressions ? Je montrais que ça s'appuie sur 2 principes un peu fondamentaux. Le premier, c'est d'essayer de réfléchir comment est-ce qu'on sape les bases matérielles de l'oppression patriarcale. Et le deuxième, c'est de voir comment est-ce qu'on inclut le plus possible les femmes dans le processus révolutionnaire en partant du principe que ça ne sera pas automatique. Sur la question des bases matérielles de l'oppression, donc en effet, la tradition marxiste, elle avait établi que l'oppression des femmes, elle reposait sur l'existence de la famille et la propriété privée, qui sont les bases matérielles de la division sexiste du travail dans la société capitaliste. Et de ce point de vue-là, les mesures prises, elles avaient pour objectif de créer les conditions d'émanciper les femmes des structures qui les maintenaient dans des tâches liées à la reproduction sociale et donc qui étaient le fondement matériel de leur oppression. Donc, dès 1917, les bolcheviks ils vont promulguer une série de mesures. Donc, par exemple, des mesures d'urgence pour mettre fin aux conditions de travail épouvantables auxquelles les femmes étaient soumises, comme la fin du travail de nuit ou encore la fin du travail souterrain, mais aussi des dispositions spécifiques qui n'existaient pas pour les mères ouvrières et l'abolition de toutes les lois répressives à l'encontre des prostituées. Le nouveau régime soviétique il va aussi décréter l'égalité politique complète entre les femmes et les hommes, et leur donner le droit de vote et le droit de participation à la vie politique dans toutes les instances. Et en 1918, Kollontai, elle va être en effet menée à une fonction de commissaire de la protection sociale qu'elle va créer et animer. À partir de là, elle va mettre en place des décrets révolutionnaires assez innovants et elle va s'attaquer au fondement, ou en tout cas au fondement matériel de la famille bourgeoise, puisque le mariage civil va être instauré
et le divorce va être légalisé et le divorce va être pouvoir mis en place sur la demande de un des deux époux, ce qui n'était pas le cas. Les bolcheviks ils vont aussi consacrer le principe de non-ingérence de l'État dans les relations sexuelles entre individus et donc ils vont supprimer les peines de prison qui avaient encore en vigueur pour l'homosexualité. Et pour la première fois, y compris à l'échelle de l'histoire de l'humanité, l'avortement va être dépénalisé et il va être proclamé libre en 1920. Bien sûr, dans la Russie que je vous décrivais tout à l'heure, ces droits, ils n'ont pas eu une pleine effectivité, puisqu'en fait, au moment où ils sont promulgués, on est dans un contexte matériel compliqué pour pouvoir les mettre en place concrètement, puisqu'il faut s'imaginer que tous les bourgeois et les amis du tsar ne se sont pas laissés faire tranquillement et que le pays était plongé dans une guerre civile importante. Et par exemple, après la légalisation du divorce, le nombre de divorces explose, mais au vu des conditions de logement assez précaires, il arrive que les époux divorcés soient contraints, par exemple, de continuer à vivre ensemble dans la pièce unique qu'ils occupent. De la même manière, l'avortement, il est décrété possible, mais il n'y a pas de système de santé performant et accessible dans toutes les contrées de la Russie. Et il y a y compris pas assez de médecins formés, puisque la grande majorité des médecins étaient du côté du tsar, et donc contre la révolution et l'émancipation des femmes, et donc contre l'avortement. Les bolcheviks, ils avaient conscience de toutes ces limites, et c'est pour ça qu'ils ne se sont pas contentés de promulguer des nouvelles lois et de dire, voilà, c'est bon, c'est fait, maintenant les femmes sont libres, mais qu'ils disaient qu'il s'agissait par là d'ouvrir l'horizon des possibles et de révolutionner même la façon dont l'existence et la place des femmes dans la société étaient envisagées, tout en rattachant systématiquement la conquête de ces nouveaux droits à la nécessité de l'engagement révolutionnaire des masses travailleuses pour rendre ces droits effectifs et durables. Le deuxième élément qui est important, c'est quelque chose autour desquels les bolcheviks se sont cassés la tête, c'est comment est-ce que justement on inclut les femmes dans le processus révolutionnaire pour pouvoir garantir les droits. Pour émanciper les femmes, Lénine disait il y avait 2 étapes. Le premier, c'était l'abolition de la propriété privée de la terre, des fabriques et des usines. Et le deuxième pas, c'est celui de ce qu'il nomme l'abolition de l'esclavage domestique. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire ? À la fois, c'est socialiser tout ce qu'on appelle les tâches de reproduction sociale, qui étaient jusqu'ici cantonnées à l'espace privé et qui reposaient essentiellement sur les femmes et les enfants. Et de l'autre, intégrer les femmes à la sphère de la production sociale et de la vie politique. Sur le premier volet, celui de la socialisation des tâches de reproduction, il y a d'immenses politiques collectives qui vont être menées et il faut s'imaginer qu'on est toujours en pleine guerre civile, mais il y a des points de consultation médicale, par exemple, pour les femmes et les enfants qui vont être déployés sur tout le territoire, mais aussi des formes de cantines collectives pour pouvoir s'assurer que les gens sont nourris et que ça ne repose pas seulement sur le foyer. Et en 1919, par exemple, il y a un conseil de la protection des enfants qui va être créé et qui va organiser en effet leur alimentation, mais aussi une campagne massive d'alphabétisation avec l'objectif que toutes les personnes de 8 à 50 ans sachent lire et écrire dans leur langue maternelle. Ce premier volet, comme je disais, il s'articule au second volet qui est celui de l'intégration des femmes dans la vie politique et à l'économie aussi. Et donc du coup, pour étendre toutes les infrastructures évoquées à tout le territoire, mais aussi à toutes les couches de la population. Des cadres d'auto-organisation, comme tu racontais tout à l'heure, non mixtes vont être créés pour que les femmes non seulement participent à la vie de la politique socialiste, mais aussi pour qu'elles apprennent à diriger la société. Et Lénine, il disait dans une conférence de femmes en 1919, « Nous disons que la libération des ouvriers est l'œuvre des ouvriers eux-mêmes, et exactement de la même façon, l'émancipation des ouvrières doit être l'œuvre des ouvrières elles-mêmes. » Et donc, c'est à partir de cette idée-là qu'un département va être créé, donc le Génodel, comme tu racontais, qui sera dirigé donc par Alexandra Kollontai et ici par Inessa Armand. Mais pour raconter un peu qu'est-ce que ça a permis de faire, l'objectif, c'était d'organiser du coup des délégués d'ouvrières qui représentaient des entreprises, des usines ou des zones en fait de la Russie et qui se réunissaient entre 2 à 4 fois par mois. Et l'objectif affiché, c'était amener les ouvrières à prendre une part plus active dans toutes les formes de direction et d'administration de la production. Et ces délégués, elles vont être chargées à la fois de mettre en œuvre, mais aussi d'inspecter et de contrôler la mise en œuvre de la politique socialiste dans les écoles, dans les crèches, dans les cantines, mais aussi
dans les usines, les casernes, etc. Et elles vont être chargées de faire des rapports d'activité sur les différents lieux où elles étaient rendues. Et ce travail d'inspection, c'est un outil intéressant à la fois pour amener les travailleuses dans la voie de l'engagement révolutionnaire, mais aussi pour lutter contre toutes les potentielles dérives bureaucratiques en soumettant la société à une forme de contrôle. Les assemblées déléguées, elles ne vont pas se contenter de réunir les ouvrières les plus conscientes dans le processus. Et par exemple, Inessa Armand, elle raconte l'organisation assez large de travailleuses, puisque par exemple, lors l'une des conférences qui s'est tenue en octobre 1920, elle a regroupé 3000 délégués représentant 60 000 ouvrières sur les 180 000 ouvrières que contenait Moscou à l'époque. Donc il faut voir que c'est vraiment un processus qui a organisé très largement et que c'est un éveil politique assez intéressant. Et elles ont aussi, à partir de ce département, créé un journal qu'elles ont appelé La Communiste. En effet, le Génodel, il va être supprimé ensuite après par la contre-révolution stalinienne. Mais c'est intéressant aussi de voir l'effort qu'elles ont mis à la fois pour penser comment une révolution se donnait les moyens de changer les conditions matérielles, mais aussi de réfléchir, et c'est quelque chose sur lequel tu raconteras mieux que moi, Mathieu, comment une révolution se doit de changer le psychisme, changer les états d'esprit, les mentalités, et que même si ça avait comme condition sine qua non le fait de saper les bases matérielles de l'oppression, il n'y a absolument rien qui était automatique et qu'il fallait donner de l'importance à l'édification d'un nouveau type de morale, de valeurs pour remplacer celle de la société bourgeoise et ce dans tous les domaines de la société. Et que ça demandait un travail qui était assez long, assez patient. C'est autour de ce problème-là que Alexandra Kollontai, elle va écrire les thèses sur la morale communiste dans le cadre des relations conjugales, avec une logique de s'adresser en fait aux masses laborieuses un peu paniquées par une forme de libération des mœurs après la Révolution. Elle a une logique assez pédagogique vis-à-vis des gens à qui elle s'exprime, et y compris après, elle va décliner dans une série de conférences partout dans le territoire. Et je pense que c'est aussi une leçon, d'une certaine manière, pour aujourd'hui, pour dire qu'il est possible de changer les morales et la conscience des gens, et que c'est pas figé. C'est vrai qu'aujourd'hui, souvent, on discute de ça du point de vue de la bataille culturelle vis-à-vis de l'extrême droite, des réseaux sociaux, de Bolloré qui détient la plupart des médias et tout, et que c'est difficile de mener cette bataille-là. À la fois, oui, c'est difficile parce que, comme Marx disait, les idées dominantes dans la société, c'est les idées de la classe dominante, donc c'est les idées des capitalistes, donc du coup, c'est des idées qui sont oppressives, etc. Mais je trouve que c'est inspirant de voir qu'elles, dans une époque où il n'y avait ni réseaux sociaux, ni télé, ni aucun moyen de communication, elles se sont œuvrées à mener cette bataille, et que d'une certaine manière, les moyens matériels qu'on aurait pour mener ce type de bataille aujourd'hui, ils seraient totalement décuplés, et qu'en même temps, c'est aussi intéressant de réfléchir, de donner de l'importance à cette question de forger un autre type de morale, et d'une certaine manière, ça donne du courage pour le penser aujourd'hui. Merci Alberta. Mathieu, tu racontes effectivement dans votre livre que Kollontai a participé à la révolution russe, aux réformes qu'Alberta a citées, qui permettent de faire sortir la sexualité de la norme catholique, hétérosexuelle, exclusive. Et Kollontai, elle réfléchit à ça, elle réfléchit à aller plus loin encore que la destruction de la propriété privée. Elle parle de communisme de l'amour, de l'importance de l'amitié, des liens entre camarades de lutte. Elle prêche un soin des enfants et une éducation qui ne dépendent pas que d'un père et d'une mère, mais de la communauté, pour pouvoir libérer chaque femme des tâches individuelles. Tu peux peut-être développer la façon dont Kollontai pense une révolution des relations humaines et de la famille. Oui, parce que la question de la famille, c'est le noyau de la pensée de Kollontai, ou de l'intervention dans le féminisme de Kollontai. Et en la matière, mais bon, c'est propre à d'autres sujets, la question de la destruction de la famille bourgeoise et la question de la création ou de la recréation d'autres choses, d'autres types de liens, elles sont indissociables. Défaire le capitalisme et faire ou construire le communisme, ça va de pair, et je vais en parler ensemble, avec cette idée que la famille bourgeoise, pour Kollontai, elle ne sera abolie que dans le même mouvement où vont être expérimentés, vont être inventés d'autres types de liens. Le programme politique et théorique d'abolition de la famille porté par Kollontai,
Il se développe dans 2 directions qui correspondent basiquement aux 2 types de liens constitutifs de la famille. Il s'agit d'une part pour Kollontai de révolutionner les rapports entre parents et enfants, surtout entre la mère et les enfants, parce que le père n'existe pas, mais dans ces rapports. Donc le rapport mère-fils ou mère-fille. Autrement dit, il s'agit de transformer radicalement la maternité. Premier grand projet révolutionnaire de Kollontai. L'objectif, et c'est l'objectif qu'elle essaie de poursuivre, de mettre en œuvre notamment quand elle est commissaire du peuple à l'assistance publique, mais ça veut dire ministre de la Santé dans le premier gouvernement soviétique, c'est d'apporter aux femmes mères l'aide la plus grande dans le soin des nourrissons, enfin, dès la grossesse, hein, et après dans le soin des nourrissons et des jeunes enfants, et après de déléguer l'ensemble des tâches d'éducation et d'instruction au collectif ouvrier tout entier. Impératif qui s'inscrit dans celui plus général, mais Alberta en parlait, l'objectif d'une socialisation intégrale de la reproduction, qui est conçue par Kollontai comme la contrepartie indispensable de la socialisation, du processus de socialisation de la production. Processus qui implique donc non pas le partage, un soi-disant partage équitable des tâches domestiques entre les femmes et les hommes. C'est pas qu'ils y pensaient pas, c'est que Kollontai et les communistes considéraient que c'était au mieux un pis-aller, que les hommes s'y mettent aussi, mais que c'était la solution à l'intérieur d'une société bourgeoise et que l'objectif, c'était la prise en charge intégrale par la société communiste en tant que telle de toutes ces tâches. Dans l'histoire de la femme, écrit Kollontai, la séparation de la cuisine et du mariage est une réforme non moins importante que la séparation de l'Église et de l'État. Donc ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, révolutionner les rapports entre hommes et femmes. Bon, il n'est jamais question que de relations hétérosexuelles, hein, chez Kollontai dans son thème. Œuvrer donc à la destruction des relations de dépendance matérielle ou économique bien sûr, hein, mais aussi dépendance spirituelle, on pourrait dire, ou dépendance psychique, qui enchaîne un sexe à l'autre, qui enchaîne la femme à l'homme. Kollontai défend l'idée, par ailleurs, que du fait de leur expérience intime des ressorts de l'oppression masculine, et dans une situation où elle le dit surtout à la fin, où les hommes aussi révolutionnaires, y compris les bolcheviks, hein, dans le parti, même quand ils sont révolutionnaires en politique, restent souvent des bourgeois en amour, les femmes sont destinées à être les fers de lance de la révolution sexuelle sans laquelle le communisme, dit-elle, restera un vain mot. C'est dans cette perspective qu'elle en appelle à substituer à l'amour unique du couple monogamique, ce qu'elle appelle un amour camaraderie, fondé sur la pluralité des liens érotiques, des liens psychiques non moins que physiques. Et c'est quelque chose que Michael Hart, qui a longtemps écrit avec Antonio Negri, mais a très très bien résumé selon moi, dans une formule simple, l'amour camaraderie. Pour Kollontai, c'est un amour défini par la multiplicité selon 2 axes, aimer beaucoup de monde de beaucoup de manières différentes. L'amitié peut en faire partie de cet amour camaraderie, au même titre que des relations pour Kollontai sexuelles et qui s'arrêtent là. Cette camaraderie, Kollontai n'en mobilise pas le nom comme élément d'une simple vulgate marxiste. Hein, la camaraderie, c'est ce qu'on peut entendre sans que ça recouvre parfois grand-chose. Elle la thématise scrupuleusement jusqu'à en faire le fondement. La camaraderie, c'est le fondement de ce qu'elle appelle la morale communiste ou l'éthique prolétarienne. Avec cette idée que cette morale communiste, il ne faut pas l'imposer par le haut, par l'État, par le pouvoir. Elle doit se construire, elle doit se tisser horizontalement, par le bas, au sein des masses elles-mêmes. Et pour Kollontai, ce principe de camaraderie, qui doit se diffuser après partout, hein, dans les relations de travail, mais ce principe de camaraderie, il se teste et il s'éprouve d'abord dans le domaine des rapports intimes, d'abord dans le domaine des rapports amoureux. Et les rapports amoureux, ça représente pour Kollontai une sorte de laboratoire de la société communiste tout entière. Ce que dit Kollontai en substance, hein, c'est que la camaraderie, c'est d'abord de l'affect, avant d'être autre chose.
Et c'est également, dit-elle, et de manière, et c'est pas moins important, sur ce plan affectif, sur le plan sensible, que la logique de la propriété privée doit être combattue. Logique, c'est pas seulement parce que cette logique de la propriété privée, elle serait d'abord économique et elle s'étendrait aux autres sphères, dont la sphère personnelle. Cette logique de la propriété, elle désigne ensemble tout un ensemble de relations, tout un ensemble de rapports économiques, y compris évidemment, mais pas seulement. Logique de propriétaire qui régule les structures familiales bourgeoises, au même titre donc que la sphère économique sociale. Pourquoi ? Parce que les rapports conjugaux dans la société bourgeoise sont fondés sur l'idée de la possession exclusive, ça la monogamie, possession exclusive, propriété privée, encore, mais aussi en esprit, du partenaire amoureux et sexuel. D'où la jalousie, selon Kollontai, sentiment bourgeois par excellence. Donc, à vous d'en décider. À cette structure monogamique doit se substituer, selon Kollontai, un vaste réseau amoureux qui s'étendrait à tout le collectif ouvrier. De la même manière, il faut transformer de fond en comble les rapports parentaux, parce qu'en contexte capitaliste, les rapports parentaux réservent la sollicitude et l'intérêt des parents à leur seule progéniture, et pour cette raison, sont encore des rapports de propriété. On s'intéresse aux siens, à ses enfants et pas aux enfants des autres, en tout cas à des degrés tellement différents que ça... Et Kollontai dit ceci, ça fait partie des choses dont parlait Alberta, qui pouvaient effrayer la population. Désormais, la travailleuse mère doit s'élever à ne point faire de différence entre les tiens et les miens. Elle doit se rappeler qu'il n'y a que nos enfants, ceux de la cité communiste, commune à tous les travailleurs. D'où la peur d'une socialisation des enfants eux-mêmes, comme il y avait une peur de la socialisation des femmes, mais ça c'est une autre raison. C'est dans un sens littéral, je crois, ça, c'est ce qu'on a essayé de montrer dans le livre, qu'il faut entendre une notion qui affectionne tout particulièrement Kollontai, ce n'est pas seulement une métaphore, et qui pour elle sera l'aboutissement de la révolution socialiste, en tant qu'elle est aussi, je répète, une révolution psychique et une révolution affective, c'est la notion de grande famille prolétarienne. La grande famille prolétarienne. Car la grande famille prolétarienne, si on examine un peu, dont des conférences de Kollontai à Moscou, c'est quoi ? Ça rejoue, selon elle, ce qui existait dans le communisme primitif, là où la famille élargie, la famille clanique, s'identifiait à la société tout entière. C'est une famille à l'échelle de la société tout entière. Communiste primitif aussi, au sein duquel, rappelle Kollontai, soutient Kollontai, les femmes occupaient dans tous les domaines, économie, politique, savoir, une position égale, voire supérieure à celle des hommes. Je ne reviens pas sur ce... En fait, Kollontai emprunte ici, comme bien d'autres féministes de l'époque, à l'hypothèse du matriarcat originel ou à l'hypothèse gynocratique, tirée de Bachofen et que reprenait Engels, qui a été décrit dans l'anthropologie marxiste, par des gens comme Françoise Héritier comme un mythe, mais qui aujourd'hui, qui a eu quand même des renouveaux dans l'anthropologie marxiste, chez Eleanor Leacock notamment, et aujourd'hui dans le féminisme décolonial, par exemple, chez Marielle Ougonès. Mais dès le début des années 20, les idées de Kollontai vont être ardemment combattues, après avoir été caricaturées, réduites à ce que Lénine appelait lui-même, Lénine qui sur les questions de socialisation de la reproduction et des tâches domestiques intégrales était le plus révolutionnaire qui soit, ce qui n'était pas le cas de tous les hommes du parti bolchevique, mais sur les questions de la révolution sexuelle, ça lui posait plus de problèmes. Et il dit, en fait, il y en a qui défendent ce qu'il appelle une théorie du verre d'eau, mais c'est Kollontai qui est visé. Théorie du verre d'eau qui dit, je cite Lénine, que la satisfaction des besoins sexuels sera dans la société communiste aussi simple et sans plus d'importance que de boire un verre d'eau. Et ils disent c'est du communisme sexuel extrêmement grossier et ils n'ont rien compris au communisme. En fait, cette théorie du verre d'eau, je pense qu'elle peut s'appliquer à Kollontai. Kollontai pensait vraiment ça, au fond, que dans la société communiste, peut-être que l'acte sexuel ne sera pas plus difficile que boire un verre d'eau, mais au fond, pour Kollontai, c'est que le début de quelque chose de beaucoup plus complexe. Et qu'elle pense le communisme amoureux comme avant tout une expérience aussi affective. Elle dit qu'ici, s'il n'y a pas d'enrichissement de la personnalité, au fond, ça ne sert à rien. Donc il y en a d'autres, des cadres du parti et du gouvernement qui s'opposent à ça.
Anatoly Lunacharski, qui sera le ministre de l'Éducation. D'ailleurs, quand il est ministre de l'Éducation, je crois qu'il prône les vertus de l'abstinence sexuelle. Et le pire étant un psychiatre qui s'appelait Aaron Zalking, qui, bon, tout le monde se moquait de lui, hein, voilà, mais bon, quand même, énonce ce qu'il appelait les 12 commandements sexuels du prolétariat révolutionnaire. Il recommandait d'œuvrer à une et là ça devient inquiétant, mais ça n'a jamais été mis, il n'y a jamais eu d'idée de le mettre en place, à une planification de la vie sexuelle de la population soviétique tout entière sur le modèle de la planification de l'économie. Malgré tout, donc, il y a une morale puritaine, morale anti-sexe, qui se nourrit de tout un discours hygiéniste que Kollontai va partager en partie, mais en faire tout à fait autre chose, qui prolifère à cette époque, à une période où la santé de la population et la lutte contre la propagation des maladies vénériennes, hein, qui est un vrai problème, ça, mais bon, à cette époque-là, est considérée par Lénine y compris comme un enjeu révolutionnaire à part entière. La santé est un enjeu révolutionnaire. La contre-révolution sexuelle est en cours et elle va triompher définitivement avec le thermidor stalinien qui redonnera une place centrale à la cellule familiale monogamique dans la Russie soviétique. Les perspectives de Kollontai en matière de révolution sexuelle ne vont être qu'un lointain souvenir. Elle quitte, la Russie soviétique au début des années 20, un peu de force, quasiment de force. Elle va endosser des fonctions diplomatiques à l'étranger, mais au fond, elle aurait peut-être rêvé d'autre chose. Elle va devenir en Norvège la première femme ambassadrice du monde, mais c'est bon. Je continue à penser de Hélène Carrère-Dancos, qui avait écrit une biographie de Kollontai. On fait beaucoup sur la carrière d'ambassadrice de Kollontai. Je pense que ce n'était pas son premier enjeu, l'enjeu révolutionnaire, la révolution qu'elle voulait mener, elle voulait la mener dans son pays et pas à l'étranger. Et elle était inquiétée, elle est partie. Et je vais m'arrêter là. Il y avait des choses, voilà. De côté aussi plus problématique dans la pensée de Kollontai, dont on pourra éventuellement reparler dans la discussion, très problématique même sur la question du devoir de maternité, la question du devoir de maternité et le travail de reproduction de l'espèce, elle pense déjà la reproduction comme une forme de production, si on veut, ou de travail à part entière, mais c'est un travail imposé aux femmes, qui, comme elle dit, pendant les 9 mois de la grossesse, cessent de s'appartenir à elles-mêmes, etc., sont au service de la collectivité. Voilà, il y a aussi des choses de ce type-là chez Kollontai et qu'il faut mettre en avant parce aussi par ne pas seulement héroïser une figure, mais penser tout ce qu'il y avait de problématique sur la prostitution. Ce n'est pas fantastique non plus chez Kollontai. Merci beaucoup Mathieu, merci beaucoup Alberta. Je vais conclure cette conférence dense et ouvrir le débat en disant que peut-être il y a des éléments qu'il est intéressant de transmettre et de se réapproprier certains éléments, voilà, des théories, des pratiques des féministes socialistes et de continuer à discuter sans cesse leurs perspectives, leur positionnement. Ce qu'on a dit sur la révolution des relations, ça me semble très actuel dans le discours féministe aussi contemporain. Je lisais un essai d'une journaliste au Monde qui s'appelle Nos puissantes amitiés, qui racontait un petit peu la valorisation des liens alternatifs à la famille bourgeoise hétérosexuelle, l'amitié, l'amour non monogame. Et je trouve qu'il y a de ça aussi dans la perspective des féministes socialistes. Et peut-être aussi pour ouvrir sur la question des violences et de la famille, j'ai la sensation que la mise en commun des affaires familiales que pensent Kollontai et les féministes socialistes, elle est aussi peut-être un outil pour la question des violences intrafamiliales, puisque c'est aussi le caractère secret, opaque, privé de la famille qui est questionné, quoi. Je pense par exemple au syndicat des parents d'élèves qui reprochent à l'école aujourd'hui de regarder dans les affaires familiales et de faire de l'éducation sexuelle. En tout cas, merci beaucoup Alberta et Mathieu de terminer sur ces perspectives et on vous propose d'ouvrir la discussion, de rebondir, de poser des questions, de partager des pensées, des témoignages sur ces questions. Merci beaucoup de votre attention.